Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi avec deux, trois préambules. Bon, d'abord, c'est le grand tour qui concerne le dossier des services des 30e printemps de la médecine interne, comme j'avais mis dans l'annonce. Chaque année se passe dans cette période-là une journée où on a sélectionné une série de cas assez compliqués, mais pour lesquels il y a à chaque fois un message important. Et il y a des experts extérieurs qui sont invités à, à discuter le cas. Et donc ça aura lieu demain. Et un de ces cas est mis à la connaissance d'un peu tout le monde et les différents services Urbi et Torbi peuvent donner leur impression en ce qui concerne ici, comment ça sera énoncé, quel est le diagnostic, etc. Par ailleurs, le titre n'est pas innocent parce qu'au travers du titre, on doit pouvoir retomber en tout cas sur ses pattes pour soit confirmer ce qu'on pense au plan diagnostique, soit parfois ça peut être un indice important. Donc, le titre est bien pesé, euh, ni trop facile, ni trop difficile. Et voilà. Alors, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de mettre au programme le cas des services la veille de l'événement en demandant à un des internistes de notre réseau, voire même un petit peu extérieur. Il me semble que j'avais invité le docteur Hildis de Saint-Luc à discuter le cas des services il y a quelques années. Et donc, les experts, en tout cas, entre guillemets, de notre réseau sont soumis au même défi que les vrais experts du vendredi. Et, euh, et cette année, j'ai demandé à Louis Wolff, interniste à Erasme, de venir se prêter au jeu. Alors, par ailleurs, on a organisé hier une petite joute entre les PG d'Erasme et les PG de Delta qui nous ont proposé des diagnostics. Et donc, on aura l'occasion, et Louis Wolff fera intervenir un des PG qui a été le porte-parole des PG de Delta pour expliciter ce qui était, selon eux, la bonne solution. Bien, mais je pense on peut commencer, Louis. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me proposer de pouvoir faire la discussion de ce cas. Donc, je m'appelle Louis Wolf, je travaille au HUB. J'ai un tropisme pour tout ce qui est des immunitaires et aussi pour les pathologies des immunotoxicités liées au checkpoint inhibiteur. Voilà. On va passer du coup 3 quarts d'heure et je vais commencer avec je sais que je ne sais rien, alors j'ai demandé au père Damien. Tac. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous reprendre ce qui a été dit dans la présentation du cas. J'ai fait un petit dessin avec une illustration de cette jeune femme dont on parle, qui est notre patiente, une femme de 22 ans, infirmière, fumeuse. Et la première chose que vous avez dans le dessin, c'est le fait que cette patiente présente des symptômes depuis l'enfance. On n'a pas l'âge exact, ça aurait pu être important. Et on a un petit peu de son histoire familiale, personnelle, avec une mère qui a subi donc une rupture d'anévrisme cérébral et qui est décédée à l'âge de 46 ans, fait assez important, et deux frères qui présentent un tableau d'épistaxis récidive. Il faut savoir qu'elle est d'origine méditerranéenne. Et puis, dans ses antécédents personnels, on parle du fait qu'elle présente aussi des symptômes, on va en parler un petit peu après au niveau diathèse hémorragique, mais elle a un tableau respiratoire pulmonaire point d'interrogation avec ce qui est décrit comme des troubles ventilatoires non réversibles. On parle d'un asthme persistant pour lequel elle prend du salbutamol et un prolapsus mitral qui est décrit au départ dans ses antécédents, qui n'est pas retrouvé par la suite dans l'écho-cœur qui sera fait un petit peu plus tard. Au niveau, un volet qui est important, c'est le volet
qu'on peut appeler diathèse hémorragique. Elle a rapporté depuis quelques années, on n'a pas la date exacte, une ménométrorragie, des épistaxis, des ecchymoses, et puis fait, encore plus important, des hémoptysies massives avec une nécessité d'embolisation artérielle. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin et qu'on devra vraiment prendre en compte de façon majeure dans la suite de la discussion. Il y a un autre volet, qui est un volet plus auto-inflammatoire, qui est la description d'une atteinte cutanée de type pyoderma gangrénosum, avec, lorsqu'ils ont analysé ceci, ils ont découvert une paniculite neutrophilique avec une thrombophlébite. Dans un deuxième temps, après le traitement, il y aura une résolution, mais dans un deuxième temps, il y aura une composante ulcérée de ces lésions cutanées. Et puis, moins au premier plan, puisque dans une découverte lors d'un examen de routine pour le bilan, ils vont retrouver une iléite terminale ulcérée. Il y aura un tableau d'arthralgie, un tableau articulaire qui n'est pas spécifié autre mesure. Ce qui est important, c'est la façon dont ces éléments vont être traités. Et la patiente va recevoir comme traitement des corticostéroïdes qui vont permettre une amélioration cutanée, premier point. Et puis, il y a une tentative de traitement par anti-TNF à un moment donné. Et cette patiente va avoir par la suite d'autres traitements, possiblement liés à un effet secondaire de ces anti-TNF. Les autres traitements, c'est l'azatioprine, la colchicine et les anti-L1. Il est lié temporellement, donc on nous dit à peu près une année après, un épisode abdominal avec la mise en évidence d'une mycobactérie de type bovis. C'est-à-dire que la patiente va se présenter avec des douleurs abdominales. Elle va avoir un tableau d'épanchement péritonéal. Il y aura des adénites, enfin, on va dire des adénopathies qui vont être visibles et qui vont être biopsiées. On va retrouver un tableau d'adénite granulomateuse nécrotique et on va mettre en évidence la mycobactérie bovis. Il y aura un traitement donc par isoniazide, rifampicine et ethambutol. J'ai assez envie de lier ce volet-là au traitement par anti-TNF, raison pour laquelle il va être un petit peu mis de côté. Dernier volet, il est tout petit ici, mais il est assez grand dans les soucis que ça m'a causé dans la réflexion. Et dans la réflexion qu'on doit avoir et dans la réponse finale, c'est le volet méthémoglobinémie. C'est-à-dire que plusieurs années après ceci, donc on n'a pas tous les détails sur la façon dont la patiente a été traitée, elle va se présenter aux urgences avec un épisode donc respiratoire et avec une méthémoglobinémie qui est mise en évidence à 28%. Donc c'est pas un petit chiffre. Cette méthémoglobinémie, ils vont nous donner quelques indices là-dessus. Elle est résistante au bleu de méthylène. Il va y avoir donc une nécessité d'échange érythrocytaire. Et puis un deuxième point important, c'est le fait elle va avoir ceci qui va récidiver sur une période de 3 mois. Première PES, la partie auto-inflammatoire. L'idée, c'est la raison pour laquelle j'entre là-dedans, c'est par rapport aux symptômes. Donc, parfois, on fait une dichotomie, voire maintenant, c'est plutôt un continuum entre auto-immun et auto-inflammatoire. L'idée de l'auto-inflammatoire, c'est quand même qu'il y a certains symptômes qui sont un peu plus rapportés dans les pathologies auto-inflammatoires. Le pyoderma gangrenosum, c'est un peu la pièce maîtresse là-dedans. On a volontiers des tableaux d'IBD et des arthralgies qui sont un peu moins spécifiques. Et le deuxième volet, c'est le traitement. Donc, dans le tableau auto-inflammatoire, on va vraiment choisir un traitement qui ne vise pas les lymphocytes, mais plutôt les composants de l'immunité innée, tels que ici les anti-TNF, les anti-L1, la colchicine, etc. Raison pour laquelle j'ai pris ce parti-là. Si on entre dans le premier symptôme qui est le pyoderma, on peut prendre ici un article, c'est comme ça que j'ai un petit peu commencé. J'ai pris un article en partant du pyoderma et je me disais, tiens, un peu, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Le, Vous voyez ici des photos du pyoderma avec différentes formes, ulcérées, végétatives, bulleuses, pustulaires, péri. Donc on a l'impression que notre patient ressemblerait plutôt à cette partie-là, B, forme ulcérée. Et puis on se dit, tiens, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc cette revue nous rapporte IBD, ok, bon, les Mickey, des tableaux de RA, donc les rhumatismes inflammatoires, des gammapathies, et puis je pense que vous avez tous et toutes des idées d'autres diagnostics qui ne rentrent pas là-dedans, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu incomplet. Le premier élément à avoir en tête, c'est que c'est un article qui est peut-être un peu incomplet, mais qui est aussi de 2012. Le premier point que j'aimerais amener, c'est le fait que sur les dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de la mise en évidence des pathologies génétiques.
Vous voyez ici qu'on part de 1997 jusqu'en 2019. Donc en plus, sur les 6 dernières années, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Et donc on voit que plus on avance, plus il y a des choses qui sont mises en évidence. Et, euh, et ces éléments mis en évidence sont assez importants et à tenir compte. Et peut-être que la réponse que je proposerai se trouve là-dedans. Partant de là, dans la réflexion un peu plus classique, on avait un phénotype clinique avec des manifestations comme on voit ici à droite, des atteintes d'organes. Et puis, on allait chercher une anomalie génétique. C'était le raisonnement phenotype first. Dernièrement, depuis la mise en évidence et l'importance des outils génétiques, en fait, on peut aussi avoir le raisonnement inverse, qui est à dire genotype first. C'est-à-dire, on part d'une anomalie génétique, puis on essaie de retrouver et de recouper des anomalies phénotypiques. Dans ce cas-là, ce qu'on pourrait dire dans les tableaux auto-inflammatoires, une façon de les classer pour pas prendre un gros paquet, c'est de se dire, on raisonne par l'endroit où il y a le problème. On essaye de prendre quelques points. Exemple 1, les TRAPS, des stress dans le réticulum endoplasmique. Exemple 2, qui est un peu plus connu, et peut-être celui qu'on a tous en tête dans les inflammasomopathies, la FMF, qui est un peu une des premières qu'on a découvertes, qu'on a décrites, maladie monogénique, auto-inflammatoire typique. La partie 3, les déséquilibres antagonistes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre entre l'IL-1 et ses antagonistes, qui peut être dérégulé. La partie 4, les ubiquitinopathies, qui pourraient maintenant aussi s'appeler protéosomopathie un petit peu. Il y a un- une famille là-dedans. On voit A20, c'est décalé ici, la ploie suffisante A20. Les déficits en ADA2, on se rend compte qu'on est toujours sur des problèmes, donc des cellules qui composent plutôt l'immunité innée, les monocytes, les macrophages, un déséquilibre dans le sous-type de macrophages, avec in fine trop de macrophages pro-inflammatoires, les interféronopathies, donc une anomalie dans la voie de l'expression de l'interféron, et puis finalement les actinopathies, qui aussi mènent à une dérégulation de la voie de l'inflammation, et en plus ont une composante au niveau de l'actine, et donc parfois dans l'actine on peut la retrouver typiquement dans le muscle, qui peut donner des anomalies donc de certains vaisseaux. Ici, vous avez un tableau qui redit la même chose, mais simplement en ligne. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est un petit peu plus exhaustif parce qu'un peu plus récent, et puis il reprend les différents signes et symptômes qu'on peut avoir ou qu'on peut voir pour chacune de ces anomalies. Vous voyez en tête de liste, fièvre méditerranéenne, mutation, gène MFP, etc. Deuxième page, c'est la suite. Voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est un tableau qui a été assez important pour essayer de regarder un petit peu ce qui pouvait rentrer en ligne de mire. Je vais, avant de parler de la première maladie, directement mettre une deuxième pièce au puzzle qui est la pièce héréditaire. Donc, l'idée, c'est de discuter qui pourrait rentrer là-dedans. Premier exemple, j'ai rajouté cette slide hier parce qu'on en a parlé hier, le DADA2, le déficit en ADA2. Autrement dit, vous avez une image ici d'enfants atteints par le déficit en ADA2. Donc, on a un tableau de vasculite/vasculopathie chez des personnes plutôt jeunes. Et c'est en fait, ça ressemble à une périartérite noueuse monogénique de la personne jeune. Je vous l'amène parce que je pense que c'est assez, à mon avis, c'est partiellement complet que pour expliquer ce qui se passe, notamment sur la composante cutanée. J'ai pas l'impression qu'on puisse recouper. J'ai l'impression que c'est des gens très jeunes et c'est une mutation récessive. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'on a une proposition de réponse, d'explication par rapport au titre, et je la trouvais assez chouette. Est-ce que je peux vous laisser intervenir pour ça? Là. Euh, Déjà, merci. Alors, Florian, on peut être resté sur Dada 2. Donc, nous, on a eu l'occasion un petit peu de revoir aussi le cas cette semaine. On en a discuté entre nous. On était aussi donc parti avec le diagnostic différentiel pardon, pas des périartérites noueuses, mais de l'atteinte cutanée, ici neutrophilique, et aussi globalement des atteintes B7-like, comme en partant simplement du tableau clinique initial. Et c'est vrai qu'on avait retenu probablement plusieurs maladies donc, que tu vas évoquer plus tard, mais on avait retenu celui-là. Bon, comme tu l'as expliqué, c'est plutôt un tableau habituellement pédiatrique.
avec des atteintes surtout neurovasculaires à l'avant-plan et hématologiques, avec des AVC du jeune enfant, des aplasies de la lignée érythrocytaire et une atteinte, une immunodéficience. Ce qui n'est pas l'air d'être le cas chez notre patiente, mais on a vu aussi que chez les tableaux adultes, qui sont plutôt rares, c'est plutôt l'atteinte cutanée qui est à l'avant-plan et avec justement des ulcérations digestives et un tableau plutôt B7-like. Et donc, nous, ça nous avait semblé tout à fait plausible. Et on avait un peu potassé sur le titre. Et donc, avec DADA2, donc déficit en adénosine déaminase 2, nous, on était parti du titre avec donc le père Damien. Je sais que je ne sais rien, qui est une citation de Socrate, sur laquelle tu vas probablement revenir. Et Socrate, qui est considéré comme le père de la philosophie, nous, on avait rapproché donc deux figures paternelles avec le fait que Dada 2, ça vient de la composante dad ou dada en anglais qui exprime ça, et deux pour deux. Et donc, on avait les deux figures paternelles dans le titre et on avait retenu ça, nous. Voilà. Je trouve que cette explication est très convaincante. Je suis moins d'accord avec la proposition d'ADA 2, mais effectivement, et après, il y avait d'autres propositions aussi que vous avez faites, mais d'ADA 2, je trouvais ça pas mal. Mais comme je vous ai dit, ce qui m'embêtait pas mal, c'était la façon dont, si on a un postulat héréditaire là-dessus, il faut qu'on se positionne sur le type d'hérédité. Et ça, c'est l'arbre généalogique que j'ai refait pour la famille. Donc, on a la maman en rond rempli atteinte. Le papa, je ne l'ai pas mis atteint. On ne sait pas. Donc, il y a un doute où est-ce qu'il n'est pas atteint. Et puis, les deux frères et la patiente. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression qu'on a un tableau de transmission autosomique dominante. Je mets un diagnostic différentiel là-dessus et des réserves. On pourrait avoir une pénétrance incomplète avec des variations, ce qui expliquerait peut-être que le père semble asymptomatique. Deuxième chose, on pourrait avoir en fait un père atteint. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une pathologie de type récessive, mais avec un couple homozygote. Je pense à ça parce que j'ai moi-même une famille de FMF où c'est le cas. Et troisième chose, en fait, c'est pas une pathologie héréditaire. Et puis c'est un autre problème. C'est une intoxication, c'est autre chose. Première chose, donc quand j'ai ouvert le cas, quand vous me l'aviez envoyé, donc j'ai pas du tout cherché à faire ce que je viens de vous expliquer. J'ai simplement sauté sur le titre et je me suis dit quelle serait la réponse possible à lier directement avec ce titre. Et la première chose que j'ai eue en tête, c'est euh, mutation SOX. La mutation SOX, les SOX mutations. SOC, Socrate, SOX mutation, héréditaire, auto-inflammatoire. C'est bon, c'était plié. Est-ce que, avant de juste vous dire pourquoi c'est pas du tout le cas, est-ce que je peux vous demander à vous juste des idées en 2 secondes d'hypothèses comme ça qui sont arrivées en premier, qui sont pas forcément bonnes, hein, mais qui sont juste celles qui vous Alors, sont arrivées dans l'esprit. s'il n'y a rien qui vous vient, c'est pas anormal. Euh, les autres années, on a entre 25 et 35 réponses des services qui font des propositions. Cette année, on en a eu 14. C'est-à-dire que un grand silence a régné dans les services de médecine interne au point de ne pas soumettre des propositions diagnostiques. Bon. Que des touches dubitatives. Ah, on a Ah, une proposition. alors. La fièvre méditerranéenne, la FEVM, je sais pas, parce que c'est auto-inflammatoire. MEFP. Et Et comment tu faisais le lien avec le... Avec le titre. Ah. Ou c'est juste Non. comme ça, Ah oui. tu t'es dit juste fièvre méditerranéenne Le point, avec c'est l'histoire. le Ok, lien non, avec mais le c'est top, titre. c'est ça, hein, ça devient comme ça à l'esprit. Ok, OK. super. La mutation SOX, donc c'est une mutation, je vais pas faire très long là-dessus, qui montre des traits auto-immuns, mais plutôt de type lupique en fait. Donc on peut avoir un peu des tableaux d'IBD, mais c'est vraiment des traits auto-immuns avec de la cytopénie, avec la polyarthrite, avec la thiathèse hémorragique, mais qui n'est expliquée que par la cytopénie sur les plaquettes. Donc là, j'ouvre une première case que je vais réutiliser par la suite, qui est la case des billets. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce que je raconte n'est pas forcément du tout valable. Et c'est le biais de la disponibilité, c'est-à-dire Socrate, Sox, hérédité, je suis un peu resté coincé dessus. Mais ça joue pas. Deuxième chose, on va un petit peu plus loin. Et puis là, on teste Applied.
APLATE, c'est Auto-Inflammation and PLCG2 Associated. C'est donc quelques familles décrites, mais pas dans un truc très fréquent, hein. Des anomalies qui donnent un tableau plutôt de vasculite et d'IBD. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mycobactéries. Donc, comme ça, à première vue, ça pourrait coller un petit peu, mais je vais me répéter une fois. Je trouve que cet épisode de mycobactéries est dû à notre traitement et donc est iatrogène et ne colle pas au tableau. Et donc, il y a toujours cette question de qu'est-ce qui est de l'ordre du signal et qu'est-ce qui est de l'ordre du bruit. Et donc, on va capter plein de choses. J'ai l'impression que cette mycobactérie est de l'ordre du bruit et n'est pas de l'ordre du signal et ne correspond pas au tableau initial. Il n'y a pas de réponse aux anti-TNF. Donc, je vais mettre cette hypothèse de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça amène, c'est comme pour le DADA2, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a toujours, et on pourrait faire un diagramme de veine en trois choses importantes, auto-inflammatoire, auto-immun, on a dit que c'était un continuum. Et il y a une autre partie, un autre pan, un autre volet qui est l'immunodéficience, qui fait un peu partie de ce tableau et qui flotte un petit peu autour. Et on voit qu'il y a certaines pathologies qui font appel à ça. Et est-ce que dans notre patient, il y a une composante d'immunodéficience qui ferait qu'il est plus à risque, qui fait qu'il a une mycobactérie? Est-ce qu'au final, les autres points, c'est aussi une mycobactérie? Moi, je n'y crois pas. Voilà, à garder en tête. Et on voit ici notre APLED au milieu de tout ça. OK, on passe au suivant. Chaque fois que vous voyez en bleu, c'est des liens potentiels avec le titre. PAND, PD, Purine Associated Autoimmune, Père Damien. Bon, c'est un peu le truc où à un moment donné, on va un peu essayer lancer des trucs en se disant peut-être qu'à la fin, si c'est la bonne réponse, je l'avais dit, hein, je l'avais dit dans ce slide. Mais, et du coup, on a un tableau donc cutané, ça colle un petit peu, ça peut être aussi du pyoderma, mais avec le tableau de colite, avec le tableau d'arthralgie. Mais en fait, les autres symptômes sont absents, donc on le met un petit peu de côté. Je vais rajouter une pièce au puzzle pour essayer de focus un peu plus sur certaines formes de pathologie. Et du coup, c'est la pièce de la diathèse hémorragique, c'est-à-dire la composante qui expliquerait les ecchymoses et tout ça. Là-dedans, premier en tête de liste donc de l'ordre croissant, de ce que je crois être le moins être le cas vers le plus, le SAVI. Sting Associated Vasculopathy with Onset in Infancy. On est dans les interféronopathies par rapport au tableau initial de ce que je vous racontais. Et puis, c'est donc autosomal dominant, c'est parfait. Il y a des ulcères, il y a des télangiectasies, il y a un tableau de PID pulmonaire qui est assez intéressant, et des manifestations neurologiques. Saviez-vous Ouais, on n'a pas l'impression qu'on tient le bon bout, mais on essaye. On essaye. Je crois que typiquement pour ça, et peut-être pour plusieurs des éléments que je vais vous exposer, il y a un biais d'expérience, c'est-à-dire que on voit certains éléments, on a l'impression que ça pourrait coller. Je n'ai jamais vu de patient avec un SAVI, et peut-être que si j'en avais vu, je me dirais que c'est pas ça, parce que en fait, c'est des gens qui sont dans la grande majorité, très 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 large majorité, dans le très jeune âge. Deuxième chose, les ulcères concernent les extrémités de nouveau, et donc on n'a pas c'est pas exactement le même tableau que dans un pyoderma, c'est plutôt un tableau d'ulcère lié à la vasculite. Et puis, le tableau pulmonaire est super bruyant, tout à fait visible. On ne passerait pas à côté au niveau des scanners, dans la mesure où à peu près 100% des patients développent un tableau plutôt sévère. Hop, pardon, je regarde, j'ai tout. Aplo insuffisance à 20. Très intéressant, Bechet-Like. Il nous le suggère même dans le titre. On a donc un tableau qui ressemble un petit peu à un Béchette, avec un sexe ratio de 2 femmes pour un homme, ça colle un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est la notion de variabilité intrafamiliale, ce qui peut expliquer des fois la discrépance entre la manifestation chez les frères, qui avait l'air d'être plutôt légère, et chez la sœur, qui est un peu plus sévère. C'est quand même surtout des gens un petit peu plus jeunes. On a le tableau digestif, on a le tableau articulaire. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais la patiente, durant un de ces épisodes où elle va être hospitalisée, il y aura une suspicion sur une méningite, avec une PL qui va infirmer cet élément. Donc la question, c'est est-ce qu'on est quand même un petit peu passé à côté d'un truc? En général, il y a quand même des éléments dans la PL. Donc voilà, mais deuxième élément, il est au niveau vasculaire. On a des anévrismes qui sont décrits par rapport à la maman qui avait un anévrisme. Et puis, on a le tableau de PID. Je ne suis pas sûr de nouveau que je dois faire rentrer ce tableau, je dois chercher un tableau pulmonaire chez cette patiente parce qu'en fait, elle a chaque fois des imageries qui sont normales. Donc, il y a donc un PID, on le voit, on va voir des lésions.
S'il y a de l'emphysème, on va voir des lésions d'emphysème. Et ici, on a un trouble ventilatoire. Est-ce que c'est une DLCO ABC? Est-ce que c'est autre chose? On n'a pas beaucoup de détails, on aurait aimé, mais j'ai pas le sentiment que ce soit un tableau de Piedi. L'érythème noueux, au niveau de l'expression cutanée, m'embête un petit peu parce que c'est quand même des formes un peu plus frustes, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas la forme ulcérée, on n'aurait pas la forme un peu du pyoderma, comme ça, qui est un peu plus lourd, un peu plus ouvert, abcédé, ulcéré. Et puis, les ecchymoses, ménométrorragie, épistaxis, c'est un peu moins décrit là-dedans. Pour essayer de faire le lien, le père Damien a fait ses vœux à 20 ans. J'ai cherché. À l'effort, à l'usure, je vais l'avoir peut-être au bout d'un moment. Donc, partiellement convaincu, mais je vais pas m'arrêter là-dessus. La famille qui me semble intéressante, c'est la famille des actinopathies, parce que donc elle a tout ce tableau auto-inflammatoire, mais dans la dérégulation qui existe, il y a donc une dérégulation au niveau de l'inflammasome, mais la deuxième chose, c'est qu'on a une dérégulation, comme je vous le disais aussi, pour certains d'entre eux, au niveau de la formation du muscle, et donc on peut retrouver ce tableau vasculaire, sans que ce soit forcément une vasculite. Et je le trouvais pas mal. C'est un schéma qui va résumer l'ensemble des signes. Donc, ce n'est pas spécifique à une maladie. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les actinopathies, avec donc de l'inflammation, des atteintes cutanées, avec du pyoderma, donc pas mal des membres de ce groupe. Les cytopénies assez prépondérantes et qui vont m'embêter, quoi qu'on n'a pas l'information, on ne nous dit pas absence d'anémie, etc., etc. On aurait aimé faire rentrer là-dedans du HLH. Bon, ça rentre moins, c'est moins intéressant. Adénopathie, il y a un petit peu de splénomégalie. On a quand même des scanners à plusieurs reprises qui sont dans la norme, qui vont contre cet élément. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le tableau donc des saignements. Et puis, donc 40%. Donc, c'est pas une composante tout à fait rare, c'est fréquent. La première chose, et c'est un autre biais de tout ce que je vous raconte, c'est le problème de la représentativité. C'est-à-dire que moi, là, j'ai fait à peu près 100 recherches PubMed chaque jour sur chaque truc. Et au bout d'un moment, les gens, dans des maladies rares, où il y en a peu, je vous montre ici la carte des actinopathies. Donc, on voit 4, 3, 4. Au bout d'un moment, on va avoir envie, dès qu'il y a une personne qui a un tableau, un symptôme un petit peu plus spécifique, on va dire, tiens, est-ce qu'elle fait partie de cette maladie ou est-ce que c'est juste le hasard de passer à côté de cette personne? Et donc, je répète, qu'est-ce qui est le signal? Qu'est-ce qui est de l'ordre du bruit et qui est pas lié à la maladie? C'est parfois compliqué, surtout dans ces maladies dont il y a eu peu de descriptions, en fait, au final. Mais on va quand même commencer. Et j'entre là-dedans avec celle qui s'appelle C/EBP. On commence, et là je fais une petite pause, une interlude de 30 secondes. Les noms deviennent un peu barbares, et ça commence du coup à être un petit peu compliqué. Ils vont nous dire oui, mais c'était le nom du gène. Ils pourraient quand même se donner la peine de faire un peu des acronymes qui fonctionnent. Je vais vous montrer juste un truc, que ce qui est logique n'est pas forcément acceptable. Et ça, c'est de nouveau avec ma fille que j'en ai un petit peu parlé. Ma fille aime le chocolat. Premier exemple, c'est top. Moi aussi, je vous ai mis un exemple de chocolat suisse. Deuxième chose, elle aime la pizza. Ça marche jusque-là. Elle me propose une pizza au chocolat. Ce qui, dans sa tête, est logique. Ce qui est logique n'est pas forcément valable. Le chocolat, oui. La pizza, oui. Pizza au chocolat, non. Donc, tout ça pour dire, faites attention aux acronymes barbares. La description dans cette maladie CEBP, c'est assez intéressant. On retrouve des arthralgies, un tableau toujours donc au niveau digestif. On a l'impression que c'est pas le tableau digestif qui va nous permettre de faire la différence. Et puis, les ulcères, oui, mais dans ce cas-là, c'est vraiment des ulcères plutôt des muqueuses. Et dans les descriptions des quelques familles qui ont été décrites, on retrouve les saignements, mais du coup, le tableau cutané, moi. Autre syndrome, des actinopathies, les mutations liées au PSTPIP1, qui s'appelle en fait PAID. Père Damien. Père Damien. On retrouve le P et le D. Dans ce sous-groupe des actinopathies, il y a encore une sous-famille. Ils ont dit il y a des PAMI et ils ont dit qu'il y a des papaches. Et en fait, ils en ont un qui s'appelle le papa syndrome. Assez séduisant vis-à-vis du titre. Et vis-à-vis de la clinique. Donc, pas mal de pyoderma, 30%.
l'atteinte cutanée est vraiment quelque chose qui fait partie. Les arthralgies, on l'a dit, mais c'est moins important. Le tableau digestif, plutôt IBD-like. Des saignements, c'est un petit peu moins que dans les actinopathies en général, mais c'est quand même 11%, une personne sur 10, avec des anévrismes décrits. Et puis, au niveau cardiaque, on a des cas de régurgitation mitrale aussi, qui avaient été mis en évidence. Ce qui m'embête un petit peu, et c'est le point d'interrogation, c'est la composante cytopénie qui est dans 100% des cas presque de la littérature, donc elle devrait faire partie du tableau. Mais on ne nous donne pas l'information. Et puis, le tableau pulmonaire, il y a quand même trois cas d'hypertension pulmonaire qui ont été décrits, qui pourraient expliquer aussi une composante, du coup, respiratoire, sans que ce soit visible forcément à l'examen. On peut passer à côté des fois de signes d'hypertension pulmonaire. C'est une maladie qui s'appelait, avant qu'on découvre le gène, qui s'appelait une hyperzincémie. Il y avait, selon l'hypothèse de certaines personnes, une explication vis-à-vis du zinc. Ils disaient que certes, on le mesurait de trop, mais qu'en fait, au niveau fonctionnel, il y avait une perte et que c'était plutôt un déficit en zinc qui expliquerait une composante, le zinc important pour l'hémostase, une composante des problèmes d'hémorragie. Au niveau de l'épidémiologie, c'est des gens qui peuvent donc, on voit dans 20% des cas être diagnostiqués plus tard que dans la jeune enfance, jusqu'à 56 ans. Et puis on retrouve la pénétrance variable avec des phénotypes légers dans 10% des cas. C'est aussi un petit peu plus des femmes. Et puis au niveau du traitement, on voit que on a des anti-L1 qui peuvent un petit peu fonctionner, des anti-TNF un peu plus. On nous dit qu'à un moment donné, la patiente a eu certains traitements qui n'ont pas fonctionné. Ça aurait été intéressant de voir lesquels, parce que l'anti-L6 marche pas, la cyclo marche, on peut des fois un petit peu naviguer et s'aider avec ça. On a un biais de disponibilité, le papa syndrome, papa, père, on reste un petit peu dessus, puis un biais du momentum, c'est-à-dire que lorsqu'on a un peu accroché ce papa syndrome à notre réflexion, on a un petit peu tendance, moi en tout cas j'avais un petit peu tendance à rester avec. Voilà. Je passe sur le dernier volet que j'ai traité d'abord à part, la méthémoglobinémie, avant d'essayer de rejoindre tout ça. Donc, comme je le disais en préambule, je me suis un peu cassé les dents là-dessus. Je ne suis pas convaincu de tout ce que je vais dire. Et il y a une devise qui est importante, c'est que s'il n'y a pas de solution, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais bon, ça c'est les Shadocks. La méthémoglobine, très brève introduction parce que ça a été quand même traité largement par Maxime Iskowitz l'année passée. C'est un état d'oxydation du ion fer. Donc le fer passe de Fe2+ à Fe3+. Au niveau de l'hème, c'est un souci. C'est en conséquence d'un stress du corps. Donc en gros, il y a un peu tout le temps du stress, il y a un peu tout le temps l'homéostasie qui est mise à mal. Et au final, il y a des enzymes qui vont essayer de refaire l'inverse et de repasser à la forme Fe2+, parce que la forme Fe3+, en fait, elle est sous-optimale pour la captation de l'O2, et puis elle est sous-optimale pour la libération d'O2. Donc, il vaut mieux en avoir le moins possible, en général moins de 1%. On va voir ici les éléments qui composent ce cycle un petit peu compliqué. On l'a tous su à un moment donné, on l'a oublié, on l'a réoublié. Vous voyez l'hémoglobine, c'est ce qu'on souhaite maintenir. Et puis vous voyez un petit peu en bas la méthémoglobine, qui est la forme plutôt délétère. Et au sein donc de la glycolyse et des pentoses, on va essayer de récupérer avec des échanges d'électrons et d'hydrogène. On va essayer de faire en sorte que on passe de la forme Fe3+ à la forme Fe2+. Il y a un acteur important. Et pourquoi je vous spécifie tout ça? C'est parce qu'en fait, chaque dérégulation au niveau de ces acteurs peut mener à une méthémoglobinémie. Il y a le G6PD, qui est important, mais qui est plutôt mineur. Il y a le cytochrome B5 réductase, et lui, il fait 99% du job. Donc lui, c'est le Stakhanovich de tout ceci, hein. C'est vraiment celui qui est efficace. Et puis, il peut y avoir des anomalies de la conformation au niveau de l'hémoglobine, donc en tant que telle, lorsqu'elle n'a plus la forme optimale. Et puis, un autre élément, pas des moindres, puisque c'est celui qui pourrait être intéressant ici, c'est toutes les expositions aux toxines. J'ai quand même là-dedans l'acide ascorbique qui est nécessaire et important pour ça aussi. Si on reprend
sur le tableau de gauche les éléments dont je viens de vous parler. Je les ai cités. Et en fait, les mutations au niveau du du CYB5, je vais dire, peuvent se différencier en type 1, type 2, type 4. On a à ce niveau-là différentes expressions cliniques que je vais discuter juste après, et puis qui mènent à des taux de méthémoglobine différents. Ceci est issu des recommandations internationales sur la prise en charge de la méthémoglobine. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris les gènes qui existaient au niveau de la méthémoglobine congénitale et je les ai comparés aux gènes qui étaient connus dans les pathologies auto-inflammatoires. J'ai rien trouvé. J'ai essayé de chercher. Peut-être que j'ai pas trouvé le bon outil, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de cross-match. Est-ce que c'est sur les mêmes loci? Est-ce que non? ChatGPT aurait été plus vite que toi, non? Ah, je lui ai posé la question. J'ai testé avec ChatGPT et avec un autre encore, et il n'était pas terrible. Il était là-dessus, il n'a pas été très bon. Il lui faudra encore un peu de temps avant qu'il nous dépasse là-dessus. Hum, Le premier point, et donc le premier élément, je les reprends un à un, le déficit en G6PD. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une origine qui pourrait être partiellement compatible. On voit que le bassin méditerranéen peut mener à ce type de mutation. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez ici, il y a des corps de Heinz. Donc il n'y a pas de corps de Heinz. Il n'y a pas d'hémolyse décrite, ce qui est quand même le premier point. Et c'est une femme, un déficit en G6PD, c'est lié à l'X, ça colle, c'est très rare. Et on nous dit les enzymes érythrocytaires sont normaux. Donc je pense que ce n'est pas la réponse qui nous intéresse. L'hémoglobinémie instable. Donc le fait que cette pathologie se manifeste quand même primairement par une anémie hémolytique qui devrait être au premier plan. De nouveau, il y a des corps de Heinz qu'on devrait aussi voir, et c'est une pathologie congénitale. Donc l'idée, c'est que si elle a une expression, elle a une expression depuis le début de la vie. Si on relit l'histoire de madame, elle avait quand même ce syndrome méningé à un moment donné pour lequel on n'a rien trouvé. Est-ce qu'en fait, c'était une manifestation de méthémoglobinémie qui est passée à côté? Parce que si on ne fait pas une gazo, on ne tombe pas dessus. La deuxième chose, c'est qu'elle a ce tableau respiratoire qui pourrait aussi être donc une manifestation finalement d'une méthémoglobinémie qui passe un petit peu à la trappe tant qu'on n'a pas fait de gazo. Voilà, à garder en tête. L'hémoglobine de type M. Donc, premier point, c'est plutôt des méthémoglobinémies de valeur un peu plus élevée. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une expression clinique depuis la naissance, ça colle un petit peu moins avec la cyanose, et il n'y a pas d'anémie. J'y crois moins, voire pas du tout. Les formes congénitales, donc on a le type 1, qui est une forme plutôt légère, c'est un peu la variante légère du type 2, qui ne concerne donc des mutations qui concernent que les érythrocytes. Et puis, on a quand même une expression clinique dès la naissance, mais elle peut être tout à fait polysymptomatique, et ils expliquent, et là vous voyez le cas, je m'excuse, je l'ai mis, ah oui, je l'ai mis, j'aurais dû le cacher, le cas d'un patient de 70 ans qui est diagnostiqué d'une découverte tardive d'une mutation de ce type de type 1. On peut avoir, donc on reparle de la même chose, des troubles neurologiques, des troubles respiratoires. Ensuite, on a le type 2 qui est une forme plus sévère et qui est d'expression clinique aussi depuis la naissance. J'y crois. C'est des tableaux quand même dont on ne passe pas à côté. Je n'y crois pas. Et le type 4 qui mène à des taux de méthémoglobine un petit peu plus élevés aussi. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Toxique. Ça, c'est intéressant. Vous avez des listes gigantesques de choses qui peuvent donner la méthaglobine. Moi, en tête, avant de faire ça, je croyais qu'il y avait la dapsone et c'est tout. En fait, non. Le dafalgan donne de la méthéglobinémie, etc., etc. Donc, benzocaïne, c'est ce qui est utilisé lors des opérations. Chloroquine, hydroxychloroquine, point intéressant, parce qu'il y a une prise de ce type de médicament possible. Phytothérapie, Acalifa indica. En fait, ça, c'est une herbe qui est utilisée, et on voit ici quand ça commence, quand ils décrivent de façon de guérir des choses un petit peu floues, c'est un peu problématique. Dermatological problems, mais aussi les ulcères. Est-ce qu'il y a une prise de ça à un moment donné pour traiter ces anomalies cutanées? Ok. Maintenant, l'idée là-dedans, c'est d'essayer de mettre tout ça ensemble. Et pour ça, je fais un petit clin d'œil. Vous savez ce qui peut donner la méthémoglobine et ce type de lésion? De quoi? De la méthémoglobinémie et des lésions comme ça un petit peu sur la peau, c'est le poppers. Oui. Il y a un des cas
C'est l'année passée ou il y a 2 ans où la solution était les poppers. C'est pour ça que je vous fais ce petit clin d'œil. Voilà. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Par contre, je vous ai parlé de l'acide ascorbique qui était important pour le cycle. Et donc, j'ai retrouvé une histoire de méthémoglobine sur un déficit en acide ascorbique. Vous voyez ici des images, l'acide ascorbique, le scorbut, en fait, le scurvy, peut donner des tableaux cutanés qui sont plutôt des complications des ecchymoses, donc qui sont quand même pas d'emblée ulcérés. Mais ici, c'est le premier point, c'est que je suis pas sûr que le tableau cutané colle complètement, quoique. Le deuxième point, c'est que le taux de méthhémoglobinémie est faible dans les cas de scorbut. Et puis, dans ce cas-là, la seule chose qui est décrite, le seul cas que j'ai pu retrouver, il y a des anomalies de la conformation qui sont associées. Là, vous voyez les taux de méthémoglobine chez le patient qui avait ça, et il montait à 10-13%. Bon. Et la famille là-dedans, si on met là-dedans, et ben en fait, quand on, c'est vraiment des recherches, quand on cherche, au bout d'un moment, on trouve des choses, mais est-ce que ce sont des choses intéressantes? Je ne suis pas sûr. Il y a un enzyme qui s'appelle L-gulonolactone, Gulo, parce qu'il y a un peu des spécialistes là-dedans, qui est importante pour créer l'acide ascorbique, en fait, qui va être important dans l'étape. Il peut y avoir des déficits dans cette enzyme. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment décrit comme lié à la méthémoglobinémie, que c'est plutôt de la vieille littérature d'il y a plus de 30 ans, et que c'est de la littérature vétérinaire. On est peut-être un peu trop loin. Ça ne répond pas à l'immunosuppression, il faut les chercher ailleurs. Donc, l'autre point, c'est la dapsone, pour essayer de faire un lien entre le tableau initial et le tableau suivant. Il faut savoir quand même que simplement dans la prévalence, la dapsone, c'est ce qui constitue le plus les causes de méthémoglobine et de façon très large. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a en tête, mais parfois c'est dans la littérature, c'est de 50 à 70% des cas. Et les autres, si on prend un autre médicament, c'est de 1, 2, 1, 3%. La dapsone, quand elle donne de la méthémoglobinémie, elle peut donner de la méthémoglobinémie qui reste un petit peu, qu'on a du mal à traiter. C'est-à-dire, ici, vous avez un cas d'un patient, vous voyez sur l'axe vertical le taux de méthémoglobinémie et le taux de dapsone, vous voyez que ça monte jusqu'à 25%. Et sur l'axe horizontal, vous avez les nombres de jours. On va jusqu'à 200 jours. Donc, on a eu du mal à traiter ce patient. À l'époque, dans ce cas, on n'avait pas fait d'échange. C'était uniquement du bleu de méthylène. Donc, il n'y a pas la notion de résistance au bleu de méthylène. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de remontée après traitement. L'idée, c'était que la dapsone, en fait, pouvait, lorsqu'elle était prise de façon chronique, aller se loger dans des zones un petit peu moins accessibles. Et puis que, par exemple, s'il y a un BMI un peu élevé dans le tissu adipeux, puis que celui-ci, il y aura un relargage un petit peu dans un deuxième temps. Donc, on traite, puis un peu un relargage. Là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai repris les recommandations internationales de la méthémoglobinémie, pas pour leur contenu, mais pour leurs auteurs, et je leur ai écrit un mail à chacun d'eux. Et je leur ai expliqué le cas, et je leur ai demandé s'ils avaient un avis, s'ils avaient une idée. J'ai reçu des réponses. Majoritairement, c'était plutôt il n'y a pas de lien, et pas de lien direct en tout cas. Je trouve à ce moment-là qu'il y a quand même 10% de méthémoglobinémie qui est d'origine idiopathique. Je pense que ce chiffre va quand même descendre lorsqu'on est dans quelque chose de réfractaire et qui dure sur plusieurs mois, mais on n'a pas toujours la bonne réponse. Et quelqu'un me dit, oui, mais souvenez-vous que les personnes auto-inflammatoires, toujours un des membres que je remercie encore, elles sont plus à risque de faire la méthémoglobinémie. Donc, c'est-à-dire que je vous parlais avant de la méthémoglobinémie, qui est un état un peu d'équilibre. Dans un stress du corps, quand on perturbe l'homéostasie, on peut faire monter la méthémoglobinémie. Je sais que je ne sais rien. Donc là, une hypothèse pourrait être, je sais que je ne sais rien, c'est-à-dire que c'est une origine idiopathique de la méthémoglobinémie, on n'a pas la réponse, alors j'ai demandé au père Damien, puis là, on donne la réponse du tableau auto-inflammatoire. Je ne m'arrête pas là-dessus, mais je l'aurais dit au moins. C'est enregistré. Euh, Quelqu'un d'autre, de nouveau des experts, me dit, moi, je vois un lien avec la colchicine parce qu'il y a des thiocolchicosides qui peuvent donner de la sulfhémoglobinémie. Intéressant. Donc la thiocolchi et les thiocolchicosides, ça existe en France aussi, parce que c'est un cas en France, et du coup, c'est traité comme relaxant musculaire. Donc ça pourrait être le cas, mais c'est quand même pas exactement la même molécule, colchicine. Bon. Mais ce que je retiens, c'est cette histoire de sulfhémoglobine.
Parce que si j'apporte encore une autre pièce, comme on l'avait dit, résistant au bleu de méthylène, aux éléments dont on a déjà parlé, on réduit un peu le spectre. Le déficit en G6PD, on a déjà dit que c'était pas... Oups, pardon. Voilà. Que c'était pas ça. Donc, une anomalie congénitale devrait répondre au bleu de méthylène. Le déficit en G6PD, on a déjà dit que c'était pas ça. L'hémoglobinopathie reste possible, donc l'hémoglobine instable. Ça me semble quand même plutôt atypique. La décontamination inadéquate d'une toxine sur tant d'années, sur toute la famille, c'est aussi possible, mais j'y crois moins, donc je vais le barrer. Et le mauvais diagnostic apporté par l'expert peut être intéressant, c'est-à-dire le fait que ce soit fait pas une méthémoglobinémie. Je vous mets Maxime, Gambler's fallacy, c'est le biais qui arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Maxime a proposé l'hémoglobine instable l'année passée. En tant que joueur, on se dit, on n'a peut-être pas envie que 2 années de suite, on propose le même diagnostic, surtout si on se trompe. Parce que c'est un peu le truc. Mince. Mais finalement, ce n'est pas une hémoglobine instable. C'était pas. Et d'ailleurs, Béatrice Gulbis est intervenue. Alors, c'est intéressant d'avoir l'experte du globule rouge qui disait au plan théorique, OK, on peut imaginer ça, mais en pratique, ce n'est pas comme ça, quoi. Et puis, je reviens ici sur un cas de sulfhémoglobine. Donc ça, c'est un cas retrouvé dans la littérature. C'est une dame qui se présente avec un peu les mêmes symptômes, donc une cyanose. Vous voyez 2 poches de sang, une à gauche, assez foncée, presque décrite comme verdâtre. Parfois, c'est un peu ce qu'on voit à la télé, dans l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la sulfhémoglobine, au niveau du spectre d'absorption, est confondue avec la méthémoglobine. Donc en fait, votre gazométrie vous met méthémoglobine, alors qu'en fait, c'est pas ça. Parfois, il peut y avoir les deux aussi. Et vous voyez ici donc le spectre rouge, oups, pardon, de la sulfhémoglobine, et puis le spectre en fait de quelqu'un qui n'a pas de sulfhémoglobine qui devrait être différent. Puis après, vous voyez la personne en haut pas traitée, en haut bas traitée, en ligne bleue. Donc, la dapsone est un sulfone, c'est son nom aussi. La dapsone peut donner de la sulfhémoglobine, et la sulfhémoglobine est en général traitée au bout de combien de temps? Je vous le donne en mille. C'était quoi dans le cas? Ils ont dit qu'au bout de 3 mois. Et en général, c'est la durée de vie d'un globule rouge. Et donc, est-ce que on a eu besoin de 3 mois pour faire partir cette sulfhémoglobine? C'est possible. Ce qui m'embête dans ce raisonnement-là, c'est qu'il y a eu des échanges érythrocytaires qui, en général, font le traitement, sauf si on se base sur la méthémoglobinémie, parce qu'ils disent pas qu'ils ont résolu le problème. Ils disent qu'ils ont amélioré les symptômes. Donc peut-être qu'ils ont fait un échange érythrocytaire qui a partiellement résolu le truc. Elle est repartie. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, elle est rentrée chez elle. Elle a quand même continué à prendre la dapsone. Elle est revenue. La dapsone qui fait partie du traitement de première ligne, ça c'était des recommandations du pyoderma. Donc si vous tapez pyoderma, vous allez voir, la dapsone est là-dedans. Et ça, c'est la preuve que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, parce que en fait, Google m'a proposé de la dapsone dans son algorithme en vente libre. Ils me disent, oui, vous pouvez télécharger de la dapsone, allez, prenez-en. Donc, on a l'impression qu'il y a des façons de l'attraper et de l'avoir sans forcément passer par un médecin. La réponse finale, qui me semble être plutôt ça que vraiment une réponse uniciste, c'est donc une sulfhémoglobinémie sur intoxication à la dapsone dans un contexte de papa syndrome. J'avais aussi discuté un peu avec la professeure Gulbis et je la remercie beaucoup pour son temps. Je remercie aussi l'équipe de médecine interne, donc Erasme et de Bordet. Et on a eu pas mal de discussions et je vous remercie à vous aussi pour l'attente, l'écoute, tout ça. Merci, merci Louis. Bon,